Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, faire entendre la voix des jeunes, des très jeunes, comprendre les enjeux de leur génération. Enfant 2022 propose un vote aux moins de 18 ans. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Déborah Lebloas. L'anti-sèche d'Emma Guessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, la guerre en Ukraine et le rôle de l'OTAN, les programmes ceux d'histoire et de géopolitique. L'heure de la récré, toujours avec Emma. On va faire des desserts et se régaler, cuisiner avec les enfants. On va rattraper la chandeleur, on est un petit peu en retard. Et puis le cours particulier, comme tous les mardis, c'est avec Marie-Olivier. Elle va nous expliquer les différents acteurs qui tentent d'intéresser les jeunes à la politique. Mais pour les un peu moins jeunes qu'avec Déborah Lebloas, la quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. 32% seulement des 18-30 ans jugent, je cite, que le personnel politique comprend les enjeux de la jeunesse. C'est le résultat d'un sondage réalisé par l'IFOP pour Spotify et publié la semaine dernière par Libération. Alors comment faire entendre la voix des jeunes? Évidemment, les plus de 18 ans peuvent s'exprimer dans les urnes, mais les moins de 18 ans sont muets ou étaient muets. Le premier scrutin présidentiel pour les moins de 18 ans est en train d'être organisé. L'initiative s'appelle Enfant 2022. C'est une plateforme qui permettra à ces jeunes de voter à l'occasion des élections présidentielles. Mais le vrai objectif, ce n'est pas seulement le vote, c'est surtout de les y préparer avec des enseignants et grâce à de nombreuses ressources pédagogiques. On reçoit aujourd'hui la conceptrice de ce dispositif, Déborah Lebloas. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous avoir sur le plateau de la quotidienne de School TV. Les jeunes sont engagés, mais pas tout à fait comme leurs aînés. Je résume correctement? Oui, dans les grandes lignes, c'est ça. En fait, on les voit beaucoup manifester, on les voit monter des collectifs, on les voit voter en ligne pour un tas de sujets, mais ils ne vont pas jusqu'aux urnes. Et c'est problématique parce que ça reste un acte fondateur de la démocratie. Donc voilà, l'idée c'est comment on arrive à réconcilier les urnes et cette population-là. Pour les réconcilier, Enfant 2022, racontez-nous. Alors, c'est pour qui? Il faut avoir moins de 18 ans? Oui. Plus de quelque chose quand même? Ou à 3 ans, on a le droit? À 3 ans, on a le droit, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens. Si des parents veulent s'y essayer, ils peuvent. Mais je pense que ça dévoierait potentiellement le résultat. Ouais. On demande aux parents de ne pas le faire. On recommande plutôt à partir de 8 ans, parce que pour que le vote soit conscient, il faut au moins avoir connaissance des programmes. Alors, l'âge de raison, et puis il faut savoir lire. Et comme on met les programmes à disposition, en fait, à hauteur d'enfants, il faut que les enfants puissent prendre connaissance des programmes. Vous avez tout un travail de traduction, de simplification, c'est ça, oui. Des différents enjeux, d'explicitation? Oui, et puis de synthétisation aussi, parce que la difficulté, c'est d'arriver à comprendre quelles sont les mesures dans l'ensemble de tout ce qui est prononcé. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites et il y a vraiment un brouhaha médiatique, comment on extrait la substantifique moelle de ces programmes. C'est un peu ça qu'on va retrouver. Donc, gros travail de pédagogie que vous invitez les parents à conduire avec les enfants, mais également les enseignants avec leurs élèves, c'est ça? Exactement. Les enseignants, parce qu'on a besoin de ce tiers de confiance pour voter. Donc le vote est en ligne, il est sécurisé, anonyme, gratuit. Et pour des raisons de réglementation RGPD, il faut qu'il y ait un tiers de confiance qui donne des codes anonymes aux enfants. Et ça, c'est le rôle effectivement des enseignants, mais aussi des animateurs ou des éducateurs spécialisés, puisqu'on fait aussi voter les mineurs sous main de justice, qui, eux, travaillent plutôt avec des éducateurs. Mineurs, pardon, sous main de justice, c'est-à-dire qui sont incarcérés ou qui font l'objet d'une procédure de suivi. Voilà, c'est ça, et qui souvent sont déscolarisés, et du coup, ils vont faire ce travail-là avec leurs éducateurs. Et comme effectivement, c'est des discussions qu'on a autour de la table à la maison aussi, l'idée c'est que les parents... Alors d'abord, on n'a aucun doute sur le fait que plein d'adultes vont regarder les programmes qu'on va mettre à hauteur d'enfant. Et qui vont peut-être les comprendre un petit peu mieux chez vous qu'ailleurs. Exactement. Et puis l'idée, c'est que la discussion aussi qu'il y a en famille soit alimentée par des informations qui sont réelles, concrètes, des deux côtés, parents et enfants. Voilà. Finalement, ça veut dire qu'avec ce système de tiers de confiance, vous allez certifier la réalité des votes qui vont être effectués sur Enfant 2022. Oui, c'est ça. C'est vraiment, en fait, on essaye d'être au plus proche des conditions réelles de scrutin, en proposant à la fois l'anonymat, en même temps la capacité à accéder donc au contenu des programmes, en même temps être capable de se fédérer. On a demandé aux enseignants, s'ils le souhaitent, d'organiser un scrutin dans les établissements. S'ils ne peuvent pas, les enfants pourront voter. Ça va mettre de l'ambiance, ça, Déborah, vous savez. Alors ouais, on s'en doute un petit peu, mais d'un autre côté, on a près de 5000 électeurs et électrices aujourd'hui. Donc en fait, ça met de l'ambiance, mais il y a aussi beaucoup de demandes en face. Et on se rend compte, on est rentré tard dans le jeu. Et on pense que si on avait eu plus de temps, on serait probablement 10 ou 15 000 aujourd'hui électeurs et électrices de moins de 18 ans. Comment espérez-vous faire en sorte que ça pèse ? Parce que d'autres sont montés à 400 000, la primaire populaire, pour ne pas la citer, et évidemment, elle n'a pas pesé du tout.
Déjà, évidemment, les médias, vous nous aidez beaucoup à faire entendre ce qu'on fait. L'idée, c'est que ce soit médiatisé le jour où les résultats tomberont. Donc à 20h, on donne le vrai résultat et qu'en même temps, on dise « enfant 2022, vote des enfants aurait donné ça ». Voilà, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'appeler les médias à reprendre les résultats. Alors, on a 5000 inscrits et inscrites. On ne sait pas combien vont voter au final. On ne pourra même pas considérer que ceux qui ne voteraient pas, ce serait de l'abstention, puisqu'on ne sait pas s'ils auront bien lu les codes, etc. Mais quand on va sur la plateforme, par contre, les enfants peuvent aussi s'abstenir ou voter blanc. Donc on espère que tout ça sera repris, analysé, commenté à 20h le soir de chacun des tours. Enfant 2022, très originale et intéressante initiative civique de Déborah Leblois. On va continuer à en parler dans le grand oral. Pour l'heure, l'Anti-Sèche, on retrouve Emma Guessel pour parler de la manière dont l'actualité résonne dans les programmes. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'actualité aujourd'hui et depuis plusieurs semaines, c'est la guerre en Ukraine et la question extrêmement sensible de l'OTAN qui revient en permanence. Question sensible, question étudiée dans les programmes. Normalement, les élèves sont censés suivre quand on parle de l'OTAN. Alors oui, c'est un peu compliqué, ça s'apprend en troisième et en terminale, mais c'est vrai, vous l'avez dit, question sensible, car selon le président russe Vladimir Poutine, la politique d'extension de l'OTAN menace la sécurité des frontières de la Russie. C'est d'ailleurs une des raisons évoquées pour justifier de faire la guerre à l'Ukraine. Mais revenons au commencement. Quand a été créée l'OTAN ? Eh bien, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour assurer la paix mondiale et éviter un nouveau conflit, Américains et Européens décident de créer une alliance militaire, l'OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, exactement. OTAN. C'est un moment clé de l'histoire, parce qu'après cette guerre, il faut absolument essayer de retrouver un équilibre mondial, et ça occupe bien sûr une grosse partie des programmes scolaires au collège. Oui, alors du collège, vous avez dit troisième et terminale, on commence par la troisième. Exactement. Qu'est-ce qu'on apprend en troisième ? Encore la guerre froide, la Seconde Guerre mondiale, pareil en terminale, mais de manière un peu plus approfondie. Alors pourquoi ça a un lien direct avec l'actualité aujourd'hui ? Parce que l'OTAN est créée dans un contexte, certes, de fin de guerre, mais surtout dans un contexte de début de guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Donc cette alliance militaire, elle sert un peu à acter le pacte entre Américains et Européens contre l'URSS et ses satellites. Et c'est justement là que ça coince aujourd'hui pour la Russie, parce que cette alliance militaire de l'OTAN, au fil des années, elle va s'agrandir. Et oui, parce que les choses bougent, le mur de Berlin tombe. Exactement, et ça c'est très bien montré aux élèves grâce à des cartes dans les manuels d'histoire. Regardez justement. On va voir quelques cartes. Voilà, on va voir une carte. Donc ça c'est une carte du monde en 1949, année de création de l'OTAN. En bleu, on voit les pays alliés à l'OTAN, dont la France fait partie d'ailleurs, et en rouge les pays alliés à l'URSS. Un monde coupé en deux, c'est ce que Winston Churchill appellera le rideau de fer. Un rideau de fer est tombé sur l'Europe. Grand discours de Churchill. Exactement, et c'est un des premiers termes qu'on apprend aux élèves quand on débute le chapitre sur la guerre froide, car ce rideau de fer représente bien cette séparation entre l'Est et l'Ouest. Donc un chapitre absolument essentiel dans l'apprentissage de l'histoire du XXe siècle par les élèves. Mais oui, on le voit bien aujourd'hui, notre monde actuel est fondé sur l'équilibre mis en place à ce moment-là de l'histoire. Et pourquoi on étudie l'histoire ? Notamment parce que c'est important de comprendre notre passé pour analyser ce qui se passe aujourd'hui, en particulier dans l'actualité. Et donc finalement, avec l'exemple du jour, Emma, on peut tomber plus juste. C'est vraiment pour cela qu'on étudie l'OTAN. Mais oui, parce que l'OTAN cherche aujourd'hui à s'étendre vers l'Est et plusieurs pays ont envie de rejoindre l'organisation. C'est le cas de l'Ukraine. Pour l'Ukraine qui a envie, mais l'OTAN qui... Voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, mais en tout cas pour le pays, pour l'Ukraine, c'était le moyen de s'émanciper de la Russie. Sauf que la Russie, forcément, elle n'est pas d'accord et elle ne voit pas d'un très bon œil que des bases de l'OTAN s'installent à ses frontières. Donc finalement, on fait très vite le lien avec le programme d'histoire de troisième et de terminale. La guerre froide, ça a commencé juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais on ne sait pas vraiment dater sa fin, parce qu'aujourd'hui encore, on n'est pas vraiment encore forcément sorti. Absolument, elle repart, elle est chaude, et cette question de l'OTAN est un des prétextes qui a été choisi par Vladimir Poutine pour attaquer l'Ukraine. Merci beaucoup, Emma, on va se retrouver tout à l'heure pour la récré, mais ça fait une super transition, expliquer l'actualité aux enfants. Vous avez une casquette enfant 2022, Déborah Leblois, mais elle est née à partir d'une autre casquette, qui est les Conf Kids, Conf comme conférence, Kids comme les enfants. On va en parler dans quelques secondes, mais l'OTAN, on peut expliquer des problématiques aussi complexes aux enfants ? La semaine dernière, on a fait une Conf Kids pour comprendre la guerre en Ukraine pour les CM2, CE2 jusqu'au CM2, CE2 au CM2, c'est ça. Et évidemment, on a été obligé de passer par l'explication l'OTAN, l'URSS, et en fait, ça a posé aucune difficulté. Alors, on avait un invité qui est Olivier Gasselin, qui est rédacteur en chef adjoint de Mon Quotidien, donc qui a l'habitude de vulgariser. Voilà, qui a l'habitude de vulgariser. Mais ce qui était hyper intéressant, c'est que du coup, ça a fait bouger une réflexion chez les enfants qui, par défaut, évidemment, part du principe que que Poutine n'a pas le droit de faire la guerre, etc. Et qui tout d'un coup avait une autre lecture en disant mais donc si l'OTAN cherche à s'étendre,
est-ce que ça veut dire qu'il a raison de faire la guerre ? Donc évidemment, on a dit non, rien ne justifie de toute façon de faire la guerre. Mais c'est intéressant parce que ça a amené les enfants tout d'un coup à décaler leur regard sur l'actualité. Et c'est ça qu'on cherche à faire. Voilà. Décoder l'actualité. Merci beaucoup, Emma. C'est le principe de l'Anti-Sèche. Et on le voit des Conf Kids. Les Conf Kids, on en parle dans la suite du Grand Oral. Je le disais, une plateforme pour permettre aux moins de 18 ans de voter à l'occasion des présidentielles. C'est Enfants 2022. On vient d'en parler. Elle est née dans le giron des Conf Kids, conférence discussion avec des acteurs du changement ou avec des experts. Conférence destinée aux enfants à partir de l'âge de 8 ans. Déborah Leblois, c'est vous qui les avez inventées. Vous dites vouloir éduquer au libre arbitre, concrètement, parce que la promesse c'est sympa, je suis d'accord, je vote pour. Mais comment on éduque au libre arbitre ? En essayant de donner un maximum d'informations, pour moi, sur un même sujet, les informations les plus variées possibles. L'objectif étant pas nécessairement d'être exhaustif, mais en tout cas de montrer que plusieurs versions de la réalité ou plusieurs analyses de la réalité existent. Et que pour ça, il faut prendre un maximum connaissance et ensuite se faire son idée. Et puis, le deuxième élément qui, à mon avis, est hyper important, c'est le fait d'encapaciter les enfants. Parce que le libre arbitre, si derrière, on peut rien en faire, n'a aucun intérêt. Encapaciter, c'est la version française de l'empowerment des Américains. Oui, merci à la personne qui a trouvé en capacité d'ailleurs. Parce qu'on en avait marre d'empowerment. Voilà. Empouvoirment, c'était moche. Ouais. Dans vos idées, il y a aussi cette conviction que les solutions, je vous cite, que nous cherchons au défi du XXIe siècle, sont ancrées dans la compréhension de la complexité de notre monde. Qu'est-ce qui rend le monde d'aujourd'hui plus complexe que celui que nous avons connu ? Je dis nous, je suis beaucoup plus jeune que moi, mais enfin bon, bref, voilà, que j'ai connu. Je pense déjà le fait que les pays se sont construits par rapport à des accords commerciaux, par rapport à des liens, quels qu'ils soient, dans le temps, et que ça s'est énormément accéléré avec l'expansion du digital et l'infiltration par le numérique de tous les pans de notre activité humaine. Finalement, les informations, les contacts, on est à 2 clics. C'est un changement de tempo, en fait. Oui, c'est ça. Ça va à toute vitesse, ça devient simultané. Exactement. Plus de frontières. Plus de frontières. Et puis, tous les sujets se retrouvent interconnectés parce qu'en fait, par nature, ils sont mis en relation par l'ensemble des parties prenantes. Et du coup, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que nous, et je m'associe au nous, on a appris les choses en silo et on a compris les sujets de façon très, très verticale. On a fait de l'histoire, des maths, des sciences, c'est ça. J'allais dire de l'informatique, pas des masses. Non, pas des masses. Et aujourd'hui, on a une génération qui a l'air d'être calibrée. Et où tout est interconnecté. Oui, ils sont nés avec ça. Donc, ils sont calibrés pour comprendre ça assez naturellement. Vous, Conf Kids, conférence Kids Enfants, vous organisez donc des conférences. Est-ce que c'est aussi une façon de ralentir le tempo ? Parce que moi, j'en ai regardé une ou deux. Ça dure un certain temps. Il faut se poser. Et les enfants se posent, on les voit, ils écoutent. C'est ça aussi votre idée ? On se déconnecte ? Oui, alors on ne se déconnecte pas vraiment parce que depuis le Covid, oui, vous les faites en ligne. En effet, mais oui, ralentir le tempo, il y a plein d'objectifs. Mais si je devais me caler sur celui-là, je dirais qu'effectivement, on les invite à prendre le temps de l'apprentissage et de comprendre les choses qu'ils ont sous les yeux et ensuite de prendre le temps pour s'en faire un avis et surtout de garder en tête que dans le temps long, justement, on peut changer d'avis au fur et à mesure des informations qu'on va récupérer. Et c'est ça aussi, c'est une injonction qu'on a aujourd'hui d'avoir un avis très vite, qui doit rester figé dans le temps, parce que si on se contredit, on va très vite se prendre les foudres. Voilà, exactement. Et donc, réhabiliter le temps long, réhabiliter le temps de la réflexion et le changement d'avis, voilà, ça fait partie des objectifs. On peut leur dire qu'avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, les enfants viennent vers vous. On paye d'ailleurs pour assister aux Conf Kids. Non, pas du tout, c'est gratuit. On ne paye pas, c'est gratuit les Conf Kids. Non, c'est gratuit. Ah bah formidable. Alors, mais vous allez aussi vers des publics qui sont plus éloignés, qui eux ne viennent pas spontanément. Oui. Et c'est le cas notamment, vous en avez parlé à propos du vote, mais vous le faites pour les Conf Kids, des enfants qui sont, ou des mineurs en tout cas, qui sont en prison ou ceux qui sont placés. Oui, et vous avez mis le doigt sur le cœur du réacteur à ce sujet, c'est qu'en fait, ils n'ont pas le choix de venir dans ce cadre-là. Quand on est un mineur de la protection judiciaire, en fait, quand la prison ou le centre organise un atelier ou une semaine d'atelier, en fait, ils sont obligés de venir. Donc, il y a tout un travail à faire en amont déjà pour essayer de détecter comment ils se positionnent par rapport à des enjeux de société en général. Et on se rend compte que les sujets qui montent chez ces jeunes-là, spécifiquement, sont exactement les mêmes que ceux qu'on rencontre dans toutes les Conf Kids. À l'extérieur. Exactement. Je me suis laissé dire que les intervenants des Conf Kids, donc les adultes les plus âgés, que c'était une expérience qui n'était pas anodine pour eux. Je cite l'un d'entre eux, Thierry Keller, d'Ouzbek Erika, qui vous a accompagné au début. Il dit « c'est une expérience plutôt déstabilisante, même quand on a l'habitude de parler devant un public ». Ouais. Les mômes vous dévisagent et vous crament d'emblée à la moindre tentative d'enfumage. Oui. Alors déjà Thierry, il fait partie du board de Conf Kids et il est encore avec nous aujourd'hui sur Enfants 2022. Et je vais même aller plus loin. Un sociologue qui s'appelle Mickaël Dandrieux, qui est un des grands amis de Conf Kids, quand je cherchais le modèle économique des Conf Kids, puisque
puisqu'elles sont gratuites, me disait mais ton modèle c'est de faire payer les intervenants pour qu'ils aient le droit de participer. Parce qu'en fait... on apprend plein de choses. Oui, et en plus on est obligé en fait de revisiter souvent des sujets qu'on traite depuis très longtemps et qu'on répète. C'est un peu le principe des conférenciers, c'est qu'ils répètent un peu les mêmes choses pour convaincre le plus de gens possible. En fait, ça vous oblige tout d'un coup à décaler le regard sur votre propre sujet et à le présenter différemment. Et souvent, j'aime dire qu'il y a des conférenciers qui prennent des milliers d'euros pour faire 10 minutes sur un plateau télé. Nous, ils le font gratuitement et ils parlent pendant 1 heure. Voilà. Merci Déborah Lebloise de cette précision. On va y revenir dans quelques secondes. Il n'y a pas de récré pendant les Conf Kids? Les récrés sont les Conf Kids sont c'est une grande récré. Oh, quelle bonne réponse. Nous aussi, c'est une grande récré, cette émission, mais on fait des récrés à l'intérieur de la récré. C'est maintenant même. Récré consacré à une mission qui peut parfois se révéler extrêmement périlleuse, essayer de cuisiner avec son enfant, Emma. Vous avez raison de dire essayer, parce que franchement, un tout petit qui sait à peine marcher, qui n'est pas encore au top niveau, coordination des mouvements, ça peut faire des trucs. Ça peut être un peu compliqué, surtout quand ça commence comme ça. Regardez. C'est parti, on va faire des crêpes. Des crêpes. Alors, comme ça a l'air facile, des crêpes. Ah oui. Est-ce que vous savez faire des crêpes? Oui. Oui, c'est facile. Voilà. En soi, on se dit c'est facile, des œufs, du lait, de la farine. Sauf que quand même, avec les enfants, il faut rajouter un peu de fleurs d'oranger, on peut faire de la bière. Voilà. Mais avec les enfants, surtout, c'est l'option bazar dans la cuisine. Démonstration. T'essayes de le casser dans ta main? Non. Pourquoi? Arrête de me narguer avec tes cheveux, je peux pas le faire. Quel talent, un talent naturel. Voilà, cracher dans la farine, pourquoi pas, la faire tomber à côté, inévitable. On note aussi que c'est en accéléré dans la vidéo, parce qu'il y a un montage qui est fait. Mais franchement, vous imaginez le temps que ça prend quand même de cuisiner avec un enfant pour casser les œufs, la farine, bref, c'est interminable. Regardons la suite. Tu me fais goûter? Ah, t'arrives plus à t'arrêter, je crois. Et à chaque fois... Allez, non. Et le papa, il mérite quand même son S de super papa. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Trop cool comme papa, salue quand même. Le courage du papa, il est trop cool, ils sont trop mignons tous les deux. D'ailleurs, ce papa, il est très suivi sur TikTok, il a 3 millions d'abonnés, il partage quotidiennement ses vidéos avec sa fille, avec qui franchement il a une super complicité, voilà, on l'a vu dans la vidéo. Voilà, on se moque gentiment, mais c'est formidable de pouvoir cuisiner avec ses enfants. Mais oui, je rigole un peu parce que voilà, c'est marrant la vidéo, mais en réalité c'est très chouette et surtout c'est un super moyen de faire progresser vos enfants dans la coordination de leurs mouvements et dans l'apprentissage. J'ai remarqué là, sur la façon de mettre la... Elle maîtrise. Voilà, c'est future pâtissière. Parce que la cuisine, les poêles, les casseroles, normalement, c'est pour les adultes. Et là, leur permettre de casser les œufs, verser le lait, la farine, c'est aussi un moyen de leur montrer qu'on leur fait confiance. En plus, c'est ludique, c'est manuel, ça permet de les occuper. En fait, c'est plutôt pour les parents que ça peut vite devenir périlleux si on ne veut pas en mettre partout dans la cuisine. On peut apprendre à l'enfant le maniement de la serpillière, de l'éponge. C'est très utile aussi. C'est très utile, les enfants. Non, mais oui, c'est clair. J'imagine qu'il y a aussi plein d'astuces, plein de recettes faciles à réaliser avec les enfants. Et oui, on peut faire des cookies par exemple, c'est assez simple à réaliser. Puis on peut faire des petites variantes. On peut par exemple rajouter du colorant rouge ou du colorant bleu. Voilà, ça ajoute un peu de fantaisie. En général, les enfants aiment beaucoup. L'important en fait, c'est de les faire participer et pour ça d'accepter qu'il y a un peu de bazar ensuite dans la cuisine. Et vous savez, regarder cette vidéo et préparer cette chronique, ça m'a donné envie de faire des crêpes. Et justement... Non si, mais elle est extraordinaire. Mais j'ai rien vu en plus. Crêpes, oups. Ouh. Et en plus, avec notre super producteur Marine Plantec, nous a prévu des super serviettes. Salut Poulette, je ne me permettrai pas. Voilà, donc c'est des crêpes. Salut Marine. Non, pour tout le monde. Je sais que la chandeleur est passée. Extraordinaire. Mais on aura donc des crêpes pour le petit-déj. Super. On va les déguster pendant le grand oral ou après le grand oral. Allez, grand oral, la suite. Merci Eva. Je suis quand même censé conserver mon sérieux alors que le petit-déj vient d'arriver, ces crêpes merveilleuses préparées par Emma. On va quand même continuer le grand oral. Je cite Frédéric Dabi, c'est le directeur de l'IFOP. Les jeunes ont une vision très pure de la politique. Elle doit servir à changer la vie des gens, transformer le quotidien. En ce sens, les jeunes trouvent que le compte n'y est pas. Ils ont le sentiment que les solutions ne viendront plus de la sphère politique, d'où l'exacerbation d'une logique individuelle.
Qui de mieux que moi pour faire avancer ma cause? Comment les engager dans la vie publique? C'est ce qu'essaye de faire Déborah Lebloras à travers ConfKids, à travers Enfants 2022, cette plateforme pour que les moins de 18 ans votent. Vous êtes notre invité. Qu'est-ce qu'elle a, cette génération de différents, en dehors de ses usages, on a parlé du numérique, qu'est-ce qu'elle a de différent des générations qui précèdent? Bon, je ne saurais pas dire parce que je ne suis pas sociologue, donc vous vous jetez sur les crêpes direct. Non, je vous écoute. Je m'apprêtais à vous servir. Ah oui, mais avec le Covid, il faut que vous vous serviez toute seule quand même. Merci. Allez. Je ne saurais pas dire quelle grande différence elle a avec les générations précédentes, si ce n'est qu'elle est née dans un monde qui était complètement digitalisé et que ça a forcément une incidence sur leur fonctionnement et notamment leur capacité à se projeter dans ce qu'ils peuvent faire et notamment changer le monde. Et par contre, sur la citation que vous avez dite, je pense que c'est le propre de la jeunesse d'avoir une vision très pure des choses. Et de penser que finalement... Et d'être d'autant plus déçu quand ça marche pas. Oui. Il y a quand même une nouveauté, c'est tous ces phénomènes qu'on qualifie d'éco-anxiété, en tout cas cette idée de devoir affronter un monde dont on sait aujourd'hui la finitude, mais avec une date qui est en décennie et pas avec de l'infini. Ça fait quand même partie des grandes nouveautés. C'est un de vos grands sujets, notamment les ConfKids. Oui, bien sûr. Oui, pardon, du coup, j'avais pas compris la question. Oui, en effet, le fait d'être né dans un monde où... J'avais mal formulé, c'était à cause des crêpes. D'être né dans un monde où il y a tellement d'urgence immédiate, ça crée forcément une façon de penser particulière. Après, je crois que pour le coup, l'éco-anxiété, la solastalgie, c'est quelque chose qui est très largement partagé maintenant par toute personne qui, de près ou de loin, a été en contact avec les enjeux de transition. C'est-à-dire que c'est très compliqué de faire machine arrière, sauf à avoir une capacité de déni extraordinaire. Mais en effet, pour cette génération, le mix entre ce sentiment d'être en capacité d'agir, d'avoir les moyens, d'avoir les outils pour se mettre en relation, pour se fédérer, se mobiliser, et ces urgences leur donnent une place très très particulière. Solastalgie, je veux bien qu'on donne la traduction, c'est pas exactement le synonyme d'éco-anxiété. C'est un regret, c'est une nostalgie du monde d'avant, mais liée à ces questions d'environnement. D'accord, vous l'apprenez. Non, moi je l'utilisais dans le sens d'éco-anxiété, mais je pouvais faire une erreur aussi. Non, mais c'est peut-être moi, on va manger, vous savez quoi, il faut manger. Prenez une crêpe, vous n'avez pas les crêpes? Si, mais j'ai peur de cracher en répondant et en mangeant les crêpes. Ouais, non, mais quand même, on va continuer et continuer à parler. Est-ce qu'il y a eu, justement en parlant de Covid, est-ce qu'il y a eu un effet Covid chez les jeunes? Oh bah oui, il y a eu un effet Covid très très massif. On sait que les plus impactés aujourd'hui sont ceux qui ont 12-13 ans, qui sont extrêmement déprimés. Et vous l'avez senti à travers les ConfKids? Les questions ont changé? Il y a un avant, un après? Non, parce qu'en fait, nous, on a eu la bonne idée de se lancer juste à ce moment-là. Voilà, on a eu la bonne idée de se lancer juste avant 2020, juste avant mars 2020. Non, après, je le constate chez mes propres gosses, où je vois vraiment, entre le petit dernier qui finalement traverse tout ça avec une relative sérénité et celui qui a 14 ans et pour qui c'est extrêmement difficile, et celle du milieu qui navigue un peu entre les deux. Et je le vois chez les enfants des copains. Et nous, au ConfKids, comme on en parle, en réalité, ça crée un biais. Ça crée un biais. Et la première chose qu'on leur dit, c'est que dans tous les cas, on veut aborder ces sujets-là d'abord de façon sérieuse, mais sans se prendre au sérieux. Et surtout, on est là pour leur montrer les solutions qui existent. C'est aussi le propos des ConfKids. C'est pas tant de les sensibiliser à ces sujets parce qu'ils le sont, mais c'est plutôt de leur dire comment on en est arrivé là, ce dont on leur parle. Et comme ça, on sort de l'éco-anxiété. Et surtout, comment on sort de cette situation grâce aux solutions. Exactement. Déborah, je vais vous laisser manger votre crêpe. Emma, je vais aussi vous laisser manger votre crêpe. Marie va nous rejoindre dans quelques secondes. C'est le cours particulier, mais vous allez voir, on reste sur le même sujet. Bonjour Marie. Bonjour Emmanuel. C'était bon? Bon appétit. Oui. Ouais, mais faut pas me faire des crêpes, moi, en même temps. C'est pas du jeu. Déborah, ça allait? Moi, j'en ai un peu partout dans la... Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Déborah, je vous présente Marie-Olivier, qui nous délivre un cours particulier toutes les semaines. Un cours particulier, on s'intéresse aux pédagogies différentes ou alternatives ou à différentes façons d'aborder le savoir. Aujourd'hui, puisqu'on parle des moins de 18 ans avec Enfants 2022, Marie va nous intéresser aux jeunes de plus de 18 ans qui sont en âge d'aller voter. Oui, et c'est vrai, un vrai sujet. Selon un sondage Ipsos, moins de la moitié des jeunes de moins de 24 ans sont certains d'aller voter aux élections présidentielles contre 65% de la population française. C'est pas énorme et pourtant on peut pas non plus dire que ces jeunes, on vient de le dire, se désintéressent de la politique ou des questions de société. Je pense notamment au succès du youtubeur Hugo Décrypte. Le fameux Hugo Décrypte. Il comptabilise 1,54 million d'abonnés sur YouTube. Hugo Travers, je crois, de son vrai nom. Oui, c'est ça. Et 1,6 million sur Instagram. Et encore, ce sont que ces réseaux-là. Il est aussi sur Twitch, etc. Et le média, du coup, lancé par Hugo en 2015, se veut informatif et à destination des jeunes. Courte vidéo explicative et actualité en quelques points seulement sur Instagram. Et donc, il a lancé une formule d'interview très originale pour la présidentielle. C'est ça. Ça s'appelle l'interview face cachée, en interrogeant chacun des candidats à l'élection présidentielle pendant environ une demi-heure. On regarde.
Salut, c'est Hugo, on y est. Comme promis, j'interviewe tous les candidats à l'élection présidentielle et cette année, ça se fait dans un cadre très particulier. Chaque candidat fait face à un écran géant sur lequel défile une roue d'émojis. À plusieurs reprises, en appuyant sur le buzzer, il arrête la roue sur un émoji dont la face cachée révèle tour à tour une archive, un jeu, une citation, une carte ou encore des surprises. Et c'est à chaque fois le point de départ de questions que je poserai pour mieux comprendre sa vision et son programme. Pour ceux qui souhaitent des formats plus courts, Hugo résume les programmes de chacun des candidats en 10 mesures dans des vidéos de moins de 10 minutes. Des jeunes qui parlent aux jeunes de politique, forcément ça passe mieux. Il n'est pas tout seul, Hugo, d'ailleurs. Il a un succès fou, mais il n'est pas seul. Il n'est pas tout seul. Dans un autre site, il y a la politique de maths sur TikTok. La politique de maths, c'est Mathéo, TikToker de 17 ans. Ouais, beaucoup plus jeune qu'Hugo. Ouais, il fait de la C'est une sorte vulgarisation. d'ancêtre, il y a plus de 20 ans. 25 ans, Hugo. Oh. Ancien. Presque révolu. Regardez plutôt le dernier TikTok de Mathéo qui résume les avis des candidats sur le nucléaire. Dans ceux qui sont contre, il y a Philippe Poutou qui souhaite sortir du nucléaire en 10 ans, mais également Jean-Luc Mélenchon qui souhaite planifier la sortie du nucléaire. Il y a également l'écologiste Yannick Jadot qui dit vouloir sortir du nucléaire de manière responsable, mais également Anne Hidalgo qui souhaite utiliser le nucléaire comme une énergie de transition. Ensuite, dans ceux qui sont pour, il y a Éric Zemmour qui veut créer 10 nouveaux réacteurs nucléaires, également Valérie Pécresse qui souhaite, elle, construire 6 nouveaux EPR. L'actuel président Emmanuel Macron, qui a déjà investi dans le nucléaire, veut encore plus investir dans le nucléaire dans les prochaines années. Marine Le Pen est aussi pour, elle veut créer, elle, 3 nouveaux EPR. Informatif, court. C'est carré, comme dirait ma fille. Efficace, c'est ça, c'est carré. Mais Mathéo parle aussi de rappeurs et de leurs orientations politiques. Regardez. Parce qu'il y a vraiment des gens qui pensaient que Nekfeu était de droite. Parce que pour recontextualiser, Nekfeu a été aperçu à la marche pour la 6ème République de Jean-Luc Mélenchon ce week-end. Et certains sur les réseaux sociaux étaient un peu choqués, disaient qu'ils étaient déçus, etc., etc. Mais est-ce que vous écoutez ces textes ? Non, parce que dedans, il dénonce clairement le modèle actuel, il met en avant les minorités, les LGBT, il critique les contrôles aux faciès de la police, mais même parce qu'il met en avant les inégalités économiques entre les pauvres et les riches, il critique les écoles privées dans sa musique Le bruit qui court. Grandir avec de l'or en barre, hériter de vos remparts, et les cris des écoles privées deviennent vos remparts. Et je vous conseille vraiment d'écouter les textes des rappeurs que vous écoutez. Vous écoutez les textes des rappeurs aussi ? Surtout en anglais, particulièrement. Très bien. Ce TikTok à Mathéo lui a valu pas moins de 92 000 vues et donc ça attire aussi des gens sur sa chaîne politique. Donc là, on est du côté information des jeunes, du côté incitation à les faire voter. Alors c'est la vraie question parce que même s'ils suivent Hugo, Mathéo, on ne sait pas s'ils vont se rendre aux urnes, ces jeunes. Des applications ont été mises en place pour cela. J'imagine que vous avez entendu parler de l'application Élise. Vous allez nous parler d'Élise. Oui, ça a eu beaucoup de succès. Ouais, peut-être 2-3 polémiques au début, mais je crois qu'ils ont résolu leurs problèmes. Oui, tout à fait. Élise est pensée comme une application de rencontre, en fait. Donc vous swipez à droite ou à gauche pour accepter ou refuser une proposition d'un candidat dans le programme. Et elle permet ensuite de classer les candidats selon votre affinité politique en fonction de leur programme. Il y a aussi des applis de rencontre qui sont directement des applis de rencontre comme Tinder qui vous disent d'aller voter aussi. Oui, c'est ça. Tinder a matché avec l'ONG À Voter ces derniers temps. Et l'ONG À Voter, elle encourage les non-inscrits et les mal-inscrits à revenir s'inscrire sur les listes électorales et donc à voter. Concrètement, les jeunes de 17 à 25 ans sur Tinder, ils voient sur leur écran des swipe video cards qui expliquent comment s'inscrire sur les listes électorales. Bon, belles initiatives. La question reste de savoir si ça va fonctionner. C'est ça. Rendez-vous en avril. C'est ça, exactement. On sait en tout cas que les jeunes ont d'autres manières de s'engager, même si ce n'est pas par la politique traditionnelle. Ils s'engagent au niveau local et global sur les questions d'environnement, Black Lives Matter, etc. Et les réseaux sociaux ont évidemment leur impact et leur rôle énorme là-dedans. Merci beaucoup Marie pour cette sélection. D'un mot, vous connaissiez tout ça j'imagine, parce que c'est pas votre tranche d'âge, mais c'est juste après. Oui, puis on les a recommandés sur Enfant 2022 quand même. Et en fait, ce que ça m'évoque, c'est que décidément, on manque pas d'initiative pour amener les jeunes aux urnes et qu'à un moment, il faut se poser la question de l'offre politique qu'il y a en face, parce que c'est vraiment pas faute ni qu'ils soient politisés, ni que les acteurs, enfin que de très nombreux acteurs se fédèrent pour les emmener vraiment voter, quoi. Je vous livre en guise de conclusion une remarque d'Antoine, qui est militant Extinction Rebellion, que j'ai vu à Rennes l'année dernière dans un événement la semaine dernière, et qui disait: moi, l'éco-anxiété, c'est pas de savoir que la planète va disparaître. Ce qui me rend anxieux, c'est l'inaction face à tout cela. Et donc c'est vrai que sur la question de l'offre politique, c'est peut-être ça la vraie, le fond du dossier. Déborah Louas, merci beaucoup. Merci. Donc si vous avez des élèves, si vous avez des enfants 2022, essentiellement, je dirais presque, pour apprendre des choses sur la politique, les programmes de la présidentielle, et puis aussi pour exprimer la voix des jeunes. Marie, merci beaucoup. Et toute l'équipe, vous voulez pas des crêpes, parce que franchement, Emma nous a fait des crêpes, il en reste. Donc si vous voulez, vous venez pendant ce temps. Équipe que je remercie, Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine. Marine, ne fait pas n'importe quoi, je sais que tu vas manger des crêpes.
Laure aussi, elle va manger des crêpes. Héloïse Merlin au son va manger des crêpes. Et Kylian Soula, dont c'était le bizutage. Kylian, tu vas venir manger une petite crêpe à la réalisation. Kylian, allez, vous restez sur School TV. Nous, on mange des crêpes. Vous restez sur School TV. On est en permanence sur les réseaux sociaux et sur Internet.